Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Très Moi c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles. Bienvenue pour l'épisode numéro 6 du raisin et des papilles. Nous sommes toujours en compagnie d'Adrien. Salut Adrien. Salut. Et bien sûr, nous sommes toujours en compagnie d'Arthur. Bonjour. Moi j'avais une question en plus parce qu'on discutait pas mal des amphores, enfin des jarres, pour mettre tout le monde d'accord. Quelle est pour toi la vision de l'écologie? Est-ce que tu es un écologiste avec tout ce qui change, les changements actuels? Comment toi tu te places là-dedans? C'est ce qu'on disait en off déjà avant. Je pense que chacun doit faire avec ses contradictions. Donc le parfait modèle écologiste, je pense qu'il y a personne en France qui l'est. Non, je pense pas, non. J'essaie d'avoir je sais que mon modèle de consommation alimentaire a drastiquement changé depuis 2 ans. Et après, tu vois, j'ai un iPhone. Faut peut-être pas dire de marque, mais il y a aussi des choses qui sont pas logiques dans ma manière de consommer, mais je fais attention. Ouais. Là, je sais aussi que les achats sur Internet, je les ai complètement arrêtés. Disons que je me dis que c'est quand même un peu comme la biodynamie, comme on disait, de vendre du vin à l'étranger. Il y a toujours mieux à faire, mais je me dis que il faut déjà voir ce qu'on est capable de faire au quotidien pour que ça aille mieux. Et si chacun avait cette vision de faire, ça irait déjà beaucoup mieux. On a trop souvent en France tendance à faire culpabiliser le mec qui veut montrer qu'il fait un effort en disant oui, tu fais un effort, mais il te manque rien, t'es pas logique par rapport à ça. Alors que si chacun faisait déjà à son échelle un début d'effort, ça irait dans le bon sens. Ah oui, en plus dans le vin, ce serait dommage de pas pouvoir boire des vins d'Australie, d'Amérique du Sud, etc. Parce qu'il y a des nouveaux mondes qui arrivent. Moi, j'avais fait une soirée avec Vinoteca, on avait fait un tour du monde des Riesling. Heureusement qu'on l'a fait, parce que il y a tellement de choses à découvrir. Est-ce que tu penses que tout ce changement, finalement, ce changement de gens, toi-même, t'as changé ta façon de consommer, même dans l'alcool, tu restes dans le biodynamie, ou est-ce que parfois tu vas... Non, après, ça, c'est une question qui est assez intéressante. Je pense que moi, j'aime boire de l'émotion, et je trouve qu'il y a, là, c'est horrible ce que je dis, parce que c'est à l'encontre de ce que je pense, mais il y a des grands domaines, sans citer de nom, qui ne sont pas dans cette démarche certifiée biodynamie ou nature, où il y a des terroirs qui arrivent à révéler des émotions. Alors, est-ce que ces terroirs arriveraient à révéler encore plus d'émotions en étant dans une démarche plus organique, plus biodynamie ou nature, évidemment. Mais c'est déjà des grosses claques qu'on se prend. Donc tu continues à boire des vins. En règle générale, dans la consommation, j'ai 95-90% de vins au moins biodynamie. Parce que moi, c'est pareil, j'aime pas trop catégoriser parce que c'est un peu dans la même idée des vins d'Alsace. On aime bien simplifier les choses en mettant dans des catégories bio, biodynamie, nature, alors qu'au final, c'est des catégories qui emprisonnent plus qu'elles ne libèrent, parce qu'au final, il y a des gens qui travaillent en bio, et au final, maintenant, faire 15 hectares en bio, 100% mécanisé, et puis aucun travail manuel, c'est tout à fait possible en France. Et la tendance du bio, c'est ça. Mais en même temps, le bio, c'est aussi ne plus mettre de pesticides dans les vignes. Donc c'est pour ça qu'au final, je dirais que c'est davantage, il faut se rapprocher d'une manière d'un producteur qui va être davantage, qui va faire écho en nous et dans laquelle on va partager. La biodynamie, c'est pareil, je pense qu'il y a différents types de gens qui ont la biodynamie ne résonne pas en nous de la même manière. Donc la manière dont on l'applique n'est pas la même non plus. Et c'est le problème que j'ai avec le nature, même si j'aimerais bien qu'on m'explique un jour la définition exacte de nature, mais l'idée juste du soufre, pour moi, c'est... Pourtant, j'en bois beaucoup et je fais des vins aussi qui sont sans soufre, mais je trouve que c'est très réducteur de cantonner ça à une histoire de nature, parce qu'au final, il y a des histoires qui sont derrière, qui sont passionnantes, qui dépassent la nature. C'est comme si un restaurant, le fait qu'il n'y ait pas de sel ou du sel, c'est une influence directe sur la vie qu'on va avoir du plat. Et c'est quelque chose, moi, que je suis pas encore tout à fait à l'aise avec et tout à fait au clair. Comme d'habitude, pour l'épisode numéro 2 de chaque vigneron, nous partons sur un petit débat parce que on a envie aussi de progresser, de voir comment évolue notre région, puisqu'on l'aime et on défend ses vins. Mais parfois, il y a des petites choses qui nous titillent. D'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule à la fin de l'épisode. Non, pas que ça me titille, mais je pense qu'on pourrait faire mieux en faisant rayonnant... Enfin, on en parlera en fin d'épisode. Du coup, c'est la partie d'Adrien. Quel est ton débat du jour? Arthur a fait une belle transition puisque c'est un petit peu de ça qu'on va parler. Donc le CIVA, le comité interprofessionnel des vins d'Alsace, met en avant depuis un mois et demi maintenant
le côté bio des vins d'Alsace en mettant en avant que 25%, je crois que c'est ça le chiffre, du vignoble alsacien est soit en bio, soit en conversion. Et a fait une dégustation auquel Mickaël justement a participé pour mettre en avant ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses déjà que c'est une bonne idée? Je pense que c'est bien parce qu'effectivement en Alsace, on est l'une des régions avec historiquement le plus de gens qui ont sauté le pas de la bio et de la biodynamie. Donc ça c'est évident. Je pense que si maintenant le marché et on peut le voir sans trop connaître la question parce que je connais pas très bien la question, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de donner une réponse claire de quelque chose que je maîtrise pas complètement. Mais j'ai le sentiment que maintenant les metteurs en marché se rendent compte que le bio ça commence à devenir une norme, que si ils ne sautent pas le pas du bio, et ben ils vont perdre des parts de marché. Donc ils forcent un peu leurs coopérateurs ou leur mode de production à passer en bio. Et comme j'ai dit précédemment, le bio, il y a 1 million de formes de bio différentes. Il va y avoir un bio d'un salarié, enfin d'un vigneron qui peut faire 15 hectares en faisant que de la mécaniser un peu sur le modèle allemand, mais il peut y avoir un bio de quelqu'un qui est avec trois employés, 3 collaborateurs, une équipe de 3 et faire 8 hectares avec une vraie raisonnement sur le non-rognage, sur le non-effeuillage. Quoi qu'il arrive, le bio, ça devrait pas être exceptionnel, ça devrait être la base sur laquelle on part tous. Mais je pense que ça risque dans les prochaines années, il va falloir repréciser tout ça parce qu'il y a des formes, le bio on parle, il y a aussi une part sociale dans le bio de comment est-ce qu'on se positionne, et je pense qu'il y a une forme de la nouvelle manière de faire où il y en a qui le font pas pour les bonnes raisons. Je pense que les précurseurs en Alsace ils l'ont fait vraiment pour une idée idéologique et de lien à la terre, et maintenant il y a aussi beaucoup de personnes qui y passent pour des raisons économiques, et du coup mais c'est d'un côté on peut pas le reprocher parce que ça va dans le bon sens, mais c'est juste que du coup l'esprit va être un peu modifié, et c'est un peu comme les grandes brasseries qui se mettent à faire des bières pseudo-artisanales parce qu'ils ont vu qu'il y avait un courant qui est arrivé. Voilà, peut-être. Ouais. Un peu ça. Donc du coup, après, c'est une bonne chose quand même pour effectivement pour la terre, le fait de pas utiliser de produits de synthèse et de produits un petit peu particuliers. Mais le bio industriel, tu dis que ça va venir, c'est déjà déjà là. Ouais, tout à fait. C'est déjà en train d'arriver. Après, je peux parler de mon coup de gueule tout de suite, moi. Il y a plus de débat tout de suite. Le coup de gueule. C'est pas grave. Non, moi, ça me dérange pas qu'on mette en avant certaines. Alors, de chez moi jusqu'au travail, je prends le vélo, donc je vois les panneaux d'affichage, et j'ai vu, alors au mois de novembre, Wolf Berger qui parlait d'émotion, j'en vois là d'autres qui disent chasseurs de lune, en mettant en avant des créments. Alors c'est vrai que tout ça c'est bien léché, on voit qu'il y a une campagne de communication. Moi ça me fatigue parce que je me dis mais je bois ça, enfin, on a bu dans l'épisode précédent un Münchberg 2001, Pinot Gris, ça me donne des émotions. Alors je dis pas que, alors j'ai parlé de Dagobert parce que j'étais à la soirée, c'est pas mauvais, mais je cherche l'âme du vin. Il y a pas d'âme, il y a pas de fond, il y a pas de ok. Mais alors moi, ma crainte que j'ai, et la grande distribution est en train d'arriver, c'est qu'ils sont en train de mettre du nature partout. Donc, est-ce qu'il suffit de mettre appellation nature pour dire que c'est du vin nature? Si tu veux, là, ils vont obliger à ce qu'il y ait une législation. Apparemment, non, mais c'est horrible. J'ai entendu c'est horrible à dire, mais c'est la même chose. C'est qu'il y a des gens qui ont été des précurseurs de ce mouvement dit nature, qui défendaient davantage une âme, une vision du vin, qui était commune. Au début, ils étaient quand même pas beaucoup. Ils avaient, sans avoir tous les tenants et les aboutissants de ça, mais il y avait une forme de lien, on y comprenait un peu quelque chose. Maintenant, c'est pareil, en nature, c'est la même chose, comme dans la biodynamie. Il y a tellement de versions différentes que même dans la nature, on peut opposer 2 personnes. Mmh. Dans la production, je parle. Bien sûr. Dans la manière, dans la vision du vin. Et c'est pour ça qu'à mon avis, maintenant, le fait que la grande distribution reprenne ça, parce qu'en plus, on peut tout mettre en nature sans avoir réellement il y a rien qui prédomine derrière, ça va être obligé de devoir, et c'est dommage parce qu'il faut toujours, à chaque fois, remettre mettre des règlements, cadrer les choses, à tort. Et à bien aussi des fois. Donc c'est toujours. Là, ça paraît nécessaire justement parce que dans la grande distribution, il y a énormément de gens qui jouent là-dessus sur ce côté un peu, on sait pas trop ce que c'est la nature, et c'est pas juste la question du soufre. Tu en parlais tout à l'heure justement. Et le soufre, c'est juste un point, et encore, on peut en rajouter un petit peu. Enfin, c'est encore différent. Mais pour le grand public, c'est la question du soufre. Oui, majoritairement. La bouteille du domaine où il y a marqué sans sulfite ajouté en énorme, le fameux qui vient d'Alsace, ouais, exactement. Ça c'est J'ai bondi sur ma chaise ce jour-là. On a la chance de rencontrer après. J'ai une histoire du vin aussi avant ce podcast, mais dernièrement j'ai parlé avec Jean-Michel Deiss lors d'une soirée. Elle était fière de me présenter ses nouvelles étiquettes, et c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal. Mais en fait, je fais le lien entre ces affiches de communicants
Et son discours à lui, le discours de Florian, le tien, je me dis, mais non, les émotions, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, là, moi, je bois une histoire, je bois un savoir-faire, peut-être une poésie, parce que le père est un passionné de poésie, mais ça se ressent. En fait, il y a de la personnalité. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que Wolfberger, Dagobert ou Bestheim est mauvais, loin de là. Et je respecte aussi ceux qui boivent ces vins-là. Quelque part, ils font aussi rayonner, alors je mets entre guillemets le mot rayonner, l'Alsace quelque part dans le monde. Oui, je suis bienveillant. J'allais dire, il faut pas taper sur eux non plus. Non, après, c'est pas taper sur eux, ils existent. De toute façon, maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est pourquoi on met pas plus, et je comprends pas qu'on mette pas plus en avant des petits vignerons, alors petits, mais qui font un travail de qualité, parce que encore une fois, je pense qu'on est à un changement chez le client. Toi, tu le ressens aussi, t'as ouvert ton bar avec des produits de qualité, parce que tu cherches à un moment donné une identité, une histoire, une âme, etc. Après, je pense qu'il faut pas se tromper non plus. La production des gens que tu as cités, c'est de la production de niche. C'est ça. Donc à partir de là, Wolfberger, enfin, ces boîtes-là, elles répondent pas à des consommateurs de niche, elles répondent à des consommateurs beaucoup plus quotidiens. Enfin, je n'arrive même pas à catégoriser leurs consommateurs, mais le problème c'est qu'on partage la même image, mais on n'est pas sur les mêmes objectifs. Et là où je rejoins Adrien, c'est qu'on peut aussi se dire que l'importance qu'ont Wolfberger, c'est qu'ils arrivent à faire vivre, et ils ont une importance cruciale dans le sens où maintenant Wolfberger demande à que tout soit bio. C'est un impact direct et immédiat sur l'ensemble de la production d'Alsace, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont importés en raisin chez Wolfberger. Mais c'est vrai que après c'est des questions politiques. Moi j'y suis assez, comme je t'ai dit en off, je suis davantage concentré sur ce que moi je suis, les capacités que moi j'ai avec mon équipe, et avec l'esprit qu'on peut mettre dans on peut être acteur direct. La manière d'être acteur de l'Alsace, c'est de faire des vins de terroir avec une personnalité. Et c'est des vins ambassadeurs. Après, je peux pas influencer moi à mon niveau. Ça me dépasse. Là, on rentre dans de la politique pure, et les tenants et les aboutissants sont des situations qui sont un peu, enfin, qui ont directement des impacts directs, en plus dans la situation économique de certaines boîtes en ce moment, qui sont directs. Et je pense que, je sais pas, d'un côté, je trouve que ça a permis à ce que les gens qui arrivent à sortir un peu qui sont arrivés à se créer une identité, c'est le milieu oblige pas s'imposer, mais à se révéler de manière bien plus forte que si t'étais aussi porté par une région, par exemple. Après, la différence, je pense que la génération précédente était un petit peu mise de côté par l'interprofession, et peut-être au niveau politique, justement, et que maintenant, vous qui reprenez, vous êtes un peu la locomotive de la région Alsace qui a besoin enfin, tu parlais dans l'épisode précédent que l'Alsace a besoin de se renouveler, et puis maintenant, elle compte plutôt sur ce que... mais je pense que là-dessus... Après, j'étais pas là, je suis là depuis très peu de temps, donc je sais pas, mais j'ai le sentiment, oui, qu'ils essayent un peu disons qu'il y a un changement, ils essayent de gérer un peu la chair et le chou, quoi. Ils se rendent compte qu'ils ont les deux il y a les deux qui sont présents, et en même temps, ils ont peut-être trop accentué ou ils sont trop appuyés sur d'un côté, et là, ils se rendent compte que c'est de l'autre côté, enfin, mais bon, c'est des situations qui sont pas simples. Rééquilibrer les choses. Ouais, ils rééquilibrent, mais d'un côté, il y a aussi une question de moyens, il y a une question aussi d'enjeu. C'est ce que je comprends aussi, un domaine de 5 hectares, il pèse sur l'ensemble de l'Alsace beaucoup moins qu'un grand metteur en marché qui pèse beaucoup plus, donc il faut trouver le juste milieu. Après, moi, de ma situation, c'est facile de dire qu'effectivement, je trouve qu'il faudrait davantage appuyer des vignerons qui sont des révélateurs de terroir, révélateurs d'identité, et c'est ma position, c'est ce qui serait dans mes intérêts. Et je pense qu'au final, ça serait dans l'intérêt de l'Alsace entière, mais je comprends entièrement que de l'autre côté de la table, il y a des gens qui pensent un peu différemment. L'objectif, c'est d'arriver à organiser tout ça. Je pense que ça commence, comme on a dit précédemment, ça commence par arriver à avoir un bassin solide de consommation de vin d'Alsace en Alsace déjà, et ça on l'a pas. Et si déjà on arrive à reconquérir chacun à son niveau et que les Alsaciens soient fiers de défendre les vins d'Alsace, ça permettra déjà de s'appuyer sur un socle qui est solide et puissant. Après on pourra s'attaquer à autre chose, mais on est aussi, je pense que bon là je m'égare un peu peut-être, mais on est aussi on est en France, mais les vins d'Alsace sont pas du tout ancrés c'est pas qu'ils sont pas du tout ancrés, mais dans la culture française il y a toujours un peu cette ambivalence entre germanique, et on voit qu'en final nos vins à nous, quand ils sont présentés sur les marchés mondiaux, on est davantage mis en confrontation avec des vins autrichiens, des vins allemands, qu'avec des vins de Bourgogne. Ce que je dis, c'est qu'en final on a des vins qui sont très complémentaires, des vins de vignobles
autre que la France. Je pense que la Loire et la Bourgogne ont plus de concurrence à avoir qu'avec l'Alsace. L'Alsace, c'est dans la tête des Français, c'est différent, mais c'est assez intéressant et je pense que on pourrait en discuter pendant des heures. Merci à tous pour ce débat passionnant. Alors, évidemment, je précise, on ne juge pas les gens qui achètent le supermarché, etc. Maintenant, on incite chacun d'aller pousser les portes de nos vignerons, de nos cavistes, parce que eux sont indépendants, et je précise bien indépendants. Donc, ils vont raconter une histoire, un terroir. C'est un peu ce qu'on fait nous. Et on ne peut que vous inciter à pousser les portes des cavistes et des vignerons. Jetzt trinken wir. Donc pour nos très chers auditeurs, je vais faire déguster un vin qui actuellement est en chaussette, une véritable chaussette propre, je vous rassure. Il a fait un footing jusqu'avant. Je vous dis pas les odeurs, hein. C'est le côté vin nature. C'est ça. C'est, comme je disais, le cul des vaches. Voilà, c'est vraiment le cul des vaches. C'est pas le bouchon du domaine, donc Arthur n'essayez a pas de chercher les... Arthur a dégainé son verre à une vitesse. Je vois la couleur au loin. Alors le bouchon, c'est de la cire, c'est ça? C'est rouge. On va parler du vin d'abord et puis j'expliquerai tout après. Donc c'est un vin en France, je vais pas essayer de chercher à faire des pièges en particulier, mais Oh, t'en serais capable. je me suis dit que ça serait intéressant. Il y a un petit piège, mais je vous dirai après. En tout cas, c'est gourmand. Hein, comme ça. Ah ouais, c'est gourmand. Hein. Wow. Wow. C'est du vin nature, ça. Oui, mais ça reste très drôle. Ah non, ça sent. Je trouve que c'est très précis Très précis. et on n'est pas du tout dans l'étiquette nature que je peux avoir en tête par exemple. Ça, c'est des vins que j'aime boire. Parce qu'on n'est pas du tout sur ce truc revendicatif de vouloir montrer qu'on est différent des autres et au final, on n'est pas du tout sur, on perd l'âme du vin, quoi. Après, j'apprécie pas les vins déviants ou les vins trop typés, cul de folie, comme on dit, mais... Tu vois, c'est pour ça que je dis que ce serait temps qu'on l'organise. J'étais au Japon, là, il y a un mois, les Japonais qui sont très ouverts d'esprit, pour eux, ils ont une incapacité à caler où est la nature. Donc pour eux, la nature, c'est plus que la biodynamie, par exemple. Mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'un nature peut aussi être tout à fait conventionnel. Et c'est pour ça à mon avis, il y a besoin d'un cahier des charges et de... Pas un cahier des charges, mais juste de faire que ce soit un peu plus clair, quoi. Parce qu'au final, il y a des gens qui ont des images de nature alors qu'ils sont pas forcément... Sur quoi on part, quoi. Je sens de la cerise, de la griotte. Exactement, on a ce côté très griotte, un peu confite, dans cet esprit-là. Côté confit. Du coup, vous vous situez où, d'après vous? Moi, Sud, je partirais déjà dans le sud parce que c'est très solaire. J'irais Languedoc. D'accord, Arthur. Moi, je suis un peu embêté parce que on a un projet, mon père a initié un projet au Chili. Que du coup je ferai goûter au repas qui suit le podcast. Et en fait, je retrouve il y a un côté très sauvage, mais sauvage dans le bon sens du terme, dans le sens pas du tout dans le sens nature, loin de là, qui me fait penser au travail qu'on fait au Chili. Donc à l'aveugle, sans voir l'étiquette, sans que tu donnes l'information que ce soit français, j'aurais sûrement dit que je serais parti sur un pinot chilien. Mais les auditeurs vont sûrement pas comprendre, mais je vous ferai goûter après et vous comprendrez. Du coup là, je sais pas, c'est aussi partie du sud. Partie sud, mais je suis pas très à l'aise avec les cépages. Moi j'aurais dit Languedoc, cerise. Quel cépage du coup? Il y a de la grenache, ça c'est clair. C'est quoi ce sourire là? C'est génial de faire déguster à l'aveugle. Non, moi je pense qu'on est sur le sud Beaujolais. D'accord, t'as quand même cette fraîcheur du coup que tu retrouves, c'est ça. Et je trouve que c'est un gamay qui pinote un peu. Les gamay. Il y a un peu de vérité là-dedans, justement. Il y a beaucoup de faux. Bon, ben, on s'en va. Tu vois, Mickaël, quand tu disais que les cavistes étaient bienveillants, et ben voilà, on le retrouve là. Tu vois. Et en plus, je sens sa petite. Non, il y a un petit piège dans le sens où j'ai mis donc dans cette chaussette une bouteille qui ne correspond pas au vin. Parce que si j'avais montré la vraie bouteille, vous auriez vu que c'était une bouteille d'Alsace. Ah bah voilà. C'est une bouteille d'Alsace. Tu vois, oh mince, on s'est fait avoir parce que en fait, on est chez un de nos futurs vignerons. Exactement. Donc, mais en fait, d'accord. En fait, alors je vous explique. On a une bouteille qui ressemble à rien.
à côté d'une bouteille. C'est un vigneron très sympa. Donc, Donc on est à côté de Montpellier, à environ 800 km. Non, mais qui ressemble à rien par rapport au vin qu'on goûte. Ah oui, tout à fait. Ouais. Voilà, et évidemment, la bouteille doit être respectable, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, donc c'est compliqué. On était parti sur du gamay, sur de la grenache. Gamay qui pilote. Voilà. C'est vrai. Et on on se retrouve- à mon avis, il y a de la grappe. C'est en carbo, non? il y a une semi-carbo, Voilà. c'est pour ça que tu Voilà, as une, exactement. ouais, Et une en fait, part on de se retrouve chez Jean, c'est ça? Exactement, chez Jean Dreyfus, donc qui est à Trenaille, mais un peu plus au nord d'ici, au début de la route des vins. Et c'est donc un pinot noir, mais qui travaille avec une maturité juste, donc qui pousse un petit peu les maturités, d'où ce côté effectivement très griotte et ce côté presque du sud. Tu sais que quand on fait son épisode à lui, parce que ça va arriver dans les prochains mois, Oui. 2-3 prochains mois, il faut ramener une bouteille d'Ostertag. Ouais, ça va être gai, ça. Pour- Mais du coup, maintenant, il À l'a l'aveugle. entendu et c'est foutu. Non, mais il le saura, forcément. Du coup, à l'aveugle. Mais effectivement, c'est un pinot noir, donc très forte maturité, donc on est presque dans le sud. Il y a une semi-carbo, donc il va fouler une partie des raisins, les autres laisser en grappe entière. Donc c'est ce côté assez frais quand Même même, croquant, il y a une grande gourmandise en. complètement. Et voilà, il y a un tiers de barrique, mais ça se sent pas du tout. Ça apporte juste un petit peu de... Ça se sent pas, il y a pas de trace de bois, mais on sent dans la structure qu'il y a une Exactement, ouais, c'est ça. structure barrique. Ouais, c'est peut-être ça qui nous fait amener un peu plus au sud Ouais. aussi. Alors moi, j'ai découvert ce vigneron lors du marché Noël, le marché off, Mhm. où tu avais Yann Durman qui avait organisé un petit salon. Alors ils étaient 4-5 et évidemment je fais les 4-5 avec le podcast parce que les mecs c'est des fadas. Et je le connaissais pas et en fait il a un peu le look hipster qui ressemble plus à un amateur de bière qu'à un amateur de vin à la base quand tu vois voilà. Et mais pareil, il a une histoire assez incroyable et particulière puisque lui il a repris de ce que j'ai compris le En domaine de sa 2017. en 2017 le domaine de la grand-mère et c'est encore une fois une particularité de notre région qui est juste géniale. Puis le type, il est, ouais, moi j'adore, il est souriant, tu vois qu'il est content d'être là et de proposer ce qu'il fait. Tu connais Non, Non. c'est la première fois que je bois, je goûte son vin. Et c'est très bon. Bah, il a repris le domaine qu'en 2017, donc il a commencé tout de suite en Il est bio. un en peu, il est un peu dans ta biodynamie, lignée, hein, finalement. C'est ta génération. Alors, il est un peu plus vieux, je pense, que toi. Oui, mais Sans lui faire injure. Hein. Mais dans le style, c'est aussi dans l'idée de faire du vin nature, mais être très droit et c'est vraiment très intéressant pour ça. C'est une passerelle un petit peu vers ceux qui connaissent pas le nature et qui disent ouais, le nature c'est pas bon et puis ça permet de découvrir un petit peu. Tu vois, moi, les rouges chez nous, ils sont aussi en nature. Je trouve que le vrai challenge, c'est d'arriver à faire des blancs nature. Je trouve que faire des rouges nature quand t'es dans des vignes qui sont à l'équilibre, avec des raisins et une bonne macération, la matière se suffit à elle-même. Et c'est plus simple. Mais faire des blancs avec le risque de sucre résiduel, c'est là où il y a un vrai challenge. C'est pas faux, ouais. Et puis t'as les tanins qui aident aussi à Exactement, à garder, qui habille et qui préserve. C'est pour ça que les vins les vins de macération, c'est aussi un peu plus facile à Aussi. faire que les vins Et puis t'es blancs, sec, ouais. quoi. Mhm. Alors que quand tu fais des Riesling ou n'importe quel cépage sur 10 ans de fermentation, 10 mois, pardon. 10 ans, c'était un peu trop. Mais 10 mois de fermentation, à la fin, tu t'arrives à un moment où les levures patinent, il te reste quand même 3 grammes ou 2 grammes. Et ça, c'est quand même un risque potentiel de refermentation en bouteille qui peut être problématique. Mais il y en Donc a qui rajoutent encore, qui font un pied de cuve et qui rajoutent de la nouvelle année un tout petit peu pour essayer de pour les faire en finir, sorte ouais. que ça Mais le ressorte. problème, c'est que si ça marche pas, tu remets du sucre. Non, mais tu vois, c'est un peu le... En tout cas, belle découverte. Bon, après, tu valides, on y va ou pas? Oui, bah de toute façon, il faut y aller avec On le podcast ou on le podcast? avec Nathan Muller. T'en penses quoi? Toi qui seras un ancien du raisin et des papilles. Non, mais Cani, moi, j'ai trouvé que c'était très, très charmant comme vin. Et Et tu sais quoi? Ouais. Je te donne la date et à la rigueur, tu viens avec nous. Ah bah allez, c'est parti. Merci pour cette dégustation. Je vous en prie. On va goûter le dernier vin de Startax qui veut dire que la fin se profile de cette aventure. Jetzt trinken wir. Oh là là. Il n'y a peut-être pas eu d'aération, mais ils sont bons. Bon, ça trompe pas, hein. Ah bah non, on voit la couleur, pas vous. C'est aussi la première fois, je me trompe. Je crois que c'est la première fois qu'on fait 2 rouges en même temps. On a eu 2 blancs, 2 rouges. Donc on est sur un pinot noir, hein. Là, c'est... Ouais, Pinot Noir, Frondas Pinot Noir Et je crois que 2018. c'est ta première cuvée à toi, je me semble. Ouais, en fait, moi, j'ai repris les rouges depuis 2015 au domaine, parce que mon père était pas un grand, il a fait des très bons rouges, mais c'était pas quelque chose qui lui parlait particulièrement. Donc là, on est vraiment sur un Pinot Noir de cru qui a besoin qui a besoin de temps. On est encore un peu serré, avec des tanins qui sont pour moi pas du tout exubérants.
mais qui vont se fondre avec les années. On est sur un terroir argilo-calcaire, orientation assez atypique en Alsace, parce que c'est en fait une petite colline qui s'est détachée du massif vosgien avec le jeu des plaques, qui se retrouve un peu au milieu de la plaine, au milieu de nulle part, et qui regarde pleinement vers l'ouest, pardon. Et en fait, les Pieds Noirs, j'ai pour ressenti que fait une grappe entière environ de 20%, et c'est pas en carbo par contre, ni en semi-carbo, c'est en remontage, uniquement des remontages. J'aime pas faire le pillage, c'est un peu comme une sorte d'infusion. Et c'est un vin qui allie pour moi beaucoup de structure, tout en préservant la gourmandise et le croquant du fruit et du Pinot Noir. J'ai beaucoup de mal avec les Pinot Noirs qui sont trop sérieux. Je trouve que de nos jours, maintenant, il y a une génération de vignerons d'Alsace qui ont pris le parti pris de faire des Pinot Noirs qui ressemblent à l'Alsace. Alors qu'avant, on était soit sur des Pinot Noirs qui étaient rosés, il n'y avait pas de couleur, et qui n'étaient pas non plus en maturité ou en rendement juste. Après, la génération des vignerons qui étaient influencés par la Bourgogne à vouloir faire des Pinot Noirs beaucoup plus costauds, un peu que la Côte de Nuit, et ça marche pas, on n'y arrive pas. Ou du moins, il y a des terroirs qui y arrivent, mais d'autres qui n'y arrivent pas. Et je trouve que là, maintenant, il y a une nouvelle génération qui a vraiment, qui sont désinhibés par rapport au Pinot Noir, avec aussi le réchauffement climatique qui arrive et une meilleure compréhension de la manière de faire la vigne, de diminuer les rendements, d'être plus juste dans les ébourgeonnages et tout le travail technique qui en découle. Et l'idée, c'est vraiment, le Pinot Noir, je trouve que c'est un cépage qui est fantastique parce il se garde ce côté gourmand et croquant, comme je l'ai dit, avec un très joli fruit, tout en amenant des structures qui sont quand même assez prononcées, sans rentrer dans de la Syrah ou dans du Nebbiolo ou dans des cépages beaucoup plus tanniques. Donc là, on goûte un vin qui, pour moi, est encore trop jeune. C'est un vin qui va s'ouvrir avec le temps. Et là, on retrouve bien le côté Chronols, un terroir qui est énormément balayé par le vent. On a une assez grande verticalité, je trouve, avec une finale qui est encore un peu, qui va s'assouplir et qui va se fondre dans les prochains mois. Mais voilà. Bon, là, c'est déjà très intéressant. J'allais te demander justement si c'était grappé ou pas, parce que t'as pas du tout la rafle qui est dessus. T'as vraiment le côté en attaque très croquant. Et t'as une finale, moi, je trouve, sur le poivre. Enfin, c'est vraiment très, très sympa, quoi. En fait, sur le bout de la langue, là. On est sur un vrai rouge. Moi qui suis pas un grand fan des Pinots Noirs, et pendant des années, j'en buvais pas. Pour moi, le Pinot Noir, c'était le vin des dimanches soirs, avec une tarte flambée un peu insipide et faite en famille. Voilà. Bah là, t'en as goûté 2, normalement, qui t'ont convaincu. Bah non, mais en fait, c'est pas vrai, parce que j'étais convaincu avant, puisque j'ai rencontré le domaine Thomas André et Fils. Et l'un des frères qui m'a proposé de goûter un Pinot Noir, j'ai dit, je veux pas. Non, et vraiment, j'avais dit un non catégorique, je veux pas. Puis j'ai goûté, j'ai trouvé ça bon. Et là, je dis, tiens, il y a peut-être une histoire qui est en train de les Pinot Noirs ont peut-être évolué. Là, j'avoue que le tien, on est vraiment sur un rouge. J'ai l'impression d'avoir autant on dit souvent que l'Alsace ne fait pas de rouge, ou n'est pas une grande région pour les rouges. Là, je trouve qu'on est à un niveau assez élevé. Tu vois, moi, quand on parlait avant des perspectives pour l'Alsace, je pense que l'une des perspectives, c'est s'appuyer sans entrer dans la guerre des cépages. Je suis pas un grand fan non plus orienté tout vers le cépage, mais je pense que le Riesling est un des cépages. Sylvaner et Riesling sont les deux cépages où on peut vraiment s'appuyer dessus parce qu'il y a vraiment une histoire et un savoir-faire. Et le Pinot Noir. Quand on voit toutes les grandes régions de vin au monde, il y a toujours un blanc et un rouge, et souvent on se confronte encore à l'idée que les vins d'Alsace ne savent pas vieillir, que les blancs ne savent pas vieillir non plus, et les grandes régions viticoles ont toujours un grand rouge à proposer. Mm-hmm. Et je pense que c'est une voie qui va s'ouvrir, parce que pour faire un rouge, on peut pas tricher. Pour faire un rouge, il faut être dans une maîtrise des traitements déjà, parce que vu qu'on fait de la macération, si on est trop amoureux des traitements, on va perdre de la pureté aromatique, on va perdre de la complexité sur la prune de la peau. Les rendements, un Pinot Noir, ça ne triche pas. Si les rendements sont trop hauts, ça fait un côté à queue. Donc ça, je pense que c'est vraiment une porte qui va s'ouvrir avec les nouveaux producteurs de Pinot Noir qui vont être très intéressantes en termes de débouchés. Et ça va faire une voie d'accès aux autres vins qui va être assez intéressante pour moi, je pense. C'est intéressant ce que tu dis, j'avais l'idée complètement inverse. C'est pour moi, un blanc, tu ne peux pas tricher parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Dès qu'il y a un défaut, tu vas le ressentir beaucoup plus que sur un rouge où tu as des tanins, tu as un peu plus de structure qui fait que tu vas le sentir. En termes de matière pure, c'est vrai que après c'est un peu... Moi, en tête, j'ai un rouge, c'est un sprint. Un blanc, c'est un marathon. Un blanc, dans la manière dont nous on le fait, dans l'idée qu'on a de le faire, c'est 10 mois de fermentation. Il faut être là régulièrement à tous les instants pour être précis, éviter savoir ressentir. On n'intervient pas, mais il faut savoir ressentir ce qui se passe en cuve, fin de malo, reprise de l'AFA, est-ce qu'il y a des risques de début de développement bactérien. Mais
le rouge, il faut être précis, les 3 semaines. 3 premières Les semaines. 3 premières semaines de macération, c'est là où ça se joue. D'accord. Et je trouve que les artifices que tu peux mettre pour compenser les manquements à la vigne sur un rouge, à la fin, au bout de 3 ans, 4 ans, ces artifices ils disparaissent et le vin la colonne vertébrale elle réapparaît. Et c'est pour ça que je trouve qu'un rouge, c'est pas que ça triche moins, mais un blanc avec le SO2, avec SO2 en trop grande quantité ou avec des levures sélectionnées, enfin beaucoup de choses, tu peux pas tricher non plus très longtemps, mais j'ai tendance à penser que le rouge on peut moins tricher que le. Enfin, moi j'ai mon nez en tout cas sur un vin. Quand tu vois les carboniques, je trouve que la carbonique, c'est un procédé qui, dans le Beaujolais, fonctionne très bien pour le gamay. Mais beaucoup de gens utilisent maintenant de la carbonique, mais je trouve que ça a tendance un peu à lisser les vins. Quand c'est pas fait dans une vraie connexion avec un terroir. Et en fait, au bout de 2 ans, la carbonique, elle a perdu de sa magie. Et en fait, tu te retrouves vraiment avec la colonne vertébrale du vin. Et là, tu vois, là, t'as un nouveau, une nouvelle dégustation qui s'ouvre à toi. Et c'est là où tu vois un peu si c'est pour ça que je suis attaché au fait que les vins vieillissent, parce que c'est là aussi une manière de voir ce qu'ils ont dans les tripes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus trop à la mode de faire vieillir les vins, entre guillemets. Enfin, on en parlait dans un épisode précédent. Les jeunes, la plupart n'ont plus de cave. Mais là, c'est un peu comme fait Chateaubrias. L'idée, c'est dans d'autres, là, c'est Chateaubrias en tête, mais d'arriver à garder les vins. Le producteur garde des vins et les met en vente quand il pense que c'est bon pour les boire. Et je pense que c'est vers ça qu'on va. Évidemment, parce que c'est sûr qu'on peut plus avoir de cave. Mais c'est vrai que les pinots noirs, souvent, on parlait de vin ringard dans le premier épisode, enfin dans l'épisode 5, souvent le pinot noir est montré du doigt. Pinot noir au sylvaner. Parfois le pinot blanc aussi. Et tu vois, sylvaner et pinot noir sont les deux cépages. Pour moi, le sylvaner, c'est le cépage le plus exigeant en Alsace. Parce que c'est un cépage quantitatif, pas qualitatif. Si tu le laisses pousser normalement, c'est un cépage qui pousse comme un buisson. Beaucoup de mal à trouver de la verticalité du Riesling, par exemple. Donc c'est un cépage, si tu travailles pas manuellement dans la vigne, il y a aucune machine qui peut le faire. Et donc ça passe que, c'est pour ça qu'il y a une grande, pour moi je parle de génocide sylvaner en Alsace, parce que sylvaner est arraché massivement chaque année pour planter du Gewürz ou autre chose. Mais les gens qui ont une vraie idée du sylvaner sont des vrais défenseurs du sylvaner. Et donc du coup c'est pour ça que je parle que c'est un cépage qui peut être le reflet de l'Alsace, parce qu'il y a pour moi c'est le vin du quotidien. Ouais, moi c'est un des cépages que j'ai redécouvert ces derniers mois, quoi. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a une disparition. Les gens qui ne savent pas le faire l'arrachent parce que c'est le prix au raisin se casse la figure, donc on met plus de sylvaner. Les gens qui le vinifient mal, n'arrivent pas à le vendre. Donc du coup maintenant il y a vraiment, ça devient la production diminue. Donc du coup les producteurs sylvaner sont vraiment. Il y en a qui mettent même pas que c'est sylvaner. Je prends Yann Durban, Immouterie, je crois, cuvée Immouterie qui est un sylvaner, et il te fait bien demander quel est le cépage à votre avis. Et les gens et il est persuadé du fait, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, que s'il avait mis sylvaner, les gens ne l'achèteraient même pas. Mais là il a changé. En fait, c'est pas marqué sylvaner. Bah écoute, chez nous les deux cuvées emblématiques chez nous, c'est Munchberg Riesling Grand Cru et le sylvaner vieille vigne. Et c'est entre moi j'ai goûté ton sylvaner vieille vigne de 2009. Voilà. Je crois que c'était au Boma à l'époque. Et je t'assure que ça fait partie des grandes de l'identité du domaine, c'est ça. Après, on a la chance d'avoir des très belles vignes de sylvaner aussi, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en sylvaner parce que ça a une capacité à. Déjà, je trouve que quand c'est bien fait, ça vieillit quand même drôlement bien. Et pour piéger des amis à l'aveugle, ça marche très bien parce qu'on est un peu désorienté. Ça vieillit très bien, mais on n'a pas de mémoire là-dessus. Enfin, moi, du moins en tout cas pour moi. Et en même temps, c'est un vin du quotidien qui est ça peut être un vin de cuisine, un vin d'apéritif, un vin d'accord. Il y a un peu toutes les facettes du sylvaner. Mais par contre, ça nécessite une exigence à la vigne qui est, pour contrôler les rendements, pour contrôler la pousse, il faut être, et le problème, c'est que le rapport vente, le coût par rapport à l'investissement à la vigne, pour beaucoup de domaines, n'est pas possible, parce que sylvaner, ça reste souvent le vin d'entrée de gamme, le premier vin, quoi. Moi, je le considérais comme vraiment un cépage ringard, et je dois dire que je me suis fait avoir ces derniers temps. Je suis bien content. Pour ce qui est de ton Pinot Gris, je pense qu'il fait partie des grands vins. Ouais, complètement d'accord. Qu'est-ce que tu manges avec ? Moi, j'aurais mis une petite viande rouge là, bien. Ouais, je pense que c'est un peu. Pas en sauce, juste snacké comme ça. Ouais, pas de sauce. Ouais. Non, pas de sauce. Parce que ça a pas la capacité de prendre de la lourdeur de la sauce. Il faut que ça reste. C'est ça. Ou alors un petit chocolat noir. Oui. Un petit chocolat noir, genre 70%. De chez Christian, parfait. De chez Christian ou au Cacao Experience, ouais, je les salue. Oui, voilà. J'ai découvert ça au marché de Noël de Strasbourg, et je pense que ces petits mecs-là, d'ailleurs je vais les podcaster parce que ils font du chocolat de haute qualité, notamment un chocolat à base de lait de chèvre. C'est épatant ce qu'ils arrivent à faire. Et je trouve que j'ai goûté toute leur gamme, notamment leur gamme d'Inde, du chocolat d'Inde. Et je pense qu'il y a
Il y a moyen de faire un mariage avec ça. En tout cas, merci pour cette dégustation. Tu parlais du Chili. Parle-nous de ton petit domaine au Chili, là. Mon père a des amis chiliens qu'il a rencontrés au cours de sa vie, qui ont fui le Chili sous Pinochet. Et en fait, c'est des gens qui ont tout perdu. Donc tous les héritages familiaux ont été parsemés, redistribués. Et certains ont refait leur vie en France, d'autres sont retournés au Chili pour faire la leur. Et en fait, ils avaient à cœur, à 45 ans, 50 ans, de refaire un projet en lien avec la terre. Parce que je pense que quand tu viens d'un endroit, c'est important tu as ouvert ta boutique de vin, enfin ta cave, ton bar à vin et tes cavistes, t'avais besoin de te réintégrer physiquement dans un lieu qui t'est proche, voilà. Et je pense qu'ils avaient la même chose, et donc du coup ils ont cherché André qui était en pile poil à un moment donné où il avait un peu marre, il a besoin d'avoir un nouveau projet, et c'est comme ça qu'ils ont créé un petit domaine de 4 hectares dans la vallée de Casablanca, entre Valparaiso et Santiago au Chili. Et c'est vraiment en fait une vigne qui a été plantée sur un terroir gréseux, à peut-être 20 km à vol d'oiseau de la mer, donc il y a vraiment un vent marin, un climat océanique qui ramène des brumes dont la vigne permet de se nourrir et s'hydrater également. Donc le domaine s'appelle Montsecano, qui s'appelle le Mont Sec. Montsecano, c'est aussi une définition, un terme qu'on peut mettre sur les vins chiliens quand il n'y a pas d'irrigation. Donc là, je dirais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'irrigation. Et voilà. Et en gros, c'est un petit projet à base de rien, de francs 6 sous et beaucoup d'amour, c'est un projet de copains. Moi, j'ai eu la chance d'y aller et en revenant sur le Front National Nord, c'est un peu là où j'ai fait mes gammes parce que mon père est quelqu'un d'assez angoissé et d'assez précis dans sa création. Il a beaucoup de remises en question. Et c'est un peu en allant avec lui en 2016 au Chili qu'il m'a dit, écoute, là, j'ai découvert un autre homme qui était beaucoup plus dans le côté relâché, détendu. Et donc, il m'a dit, vas-y, t'as une idée, vas-y, va au bout. Et c'est là où j'ai un peu fait mes gammes sur le pinot noir chilien. Et il m'a dit, ok, c'est bon. Quand on rentre, c'est toi qui reprend en charge les rouges. En tout cas, hâte de découvrir ça. Par contre, on va manger, on l'enregistrera pas, mais on prendra la photo comme ça. Ça, vous verrez. Merci, Adrien. Merci encore beaucoup, Arthur. Merci pour d'être venu. Merci à notre Pat Le Guen. Alors ils connaissent pas, mais moi je connais, donc les références, on les a. Et il a senti un vin. Peut-être qu'au prochain podcast, il y glissera les lèvres. Ça c'est pas gagné. Hein. J'ai vaincu d'autres batailles, mais celle-là, à mon avis, je vais avoir du mal. En tout cas, fier d'avoir découvert le fils d'eux, mais en fait, je pense que Arthur Ostertag est bien là. Je disais toujours en préambule, tu disais que tu avais peut-être rien à dire. Je pense qu'au contraire, ta voix compte. Aujourd'hui, elle doit compter dans le vignoble alsacien. Je pense qu'au du haut de ton âge, de 27 ans, t'as un grand chemin. Et moi, j'ai envie de te suivre un peu comme on suit un artiste qui naît et on entend sa première chanson et puis finalement, on a envie de continuer. Et moi, j'ai envie de continuer là-dedans. Je suis assez touché parce que je trouve que tu as une belle âme et que alors on a eu la chance d'avoir des vignerons alors qui sont pas très âgés, ni Jean-Yves ni Florian, mais qui ont un peu plus de bouteilles que toi. Et je pense que voilà, c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche, mais je pense que tu as une grande vie devant toi et je pense que tu vas émerveiller des papilles parce que tu as une belle personnalité et que je pense que parfois mets-toi un peu plus dans le monde du vin parce que je pense que le monde du vin a besoin de toi. En tout cas, le monde du vin en Alsace a besoin de personnes comme toi. Fier d'avoir découvert un homme libre, finalement comme le père, parce que quand on entend les interviews du père, on sait d'où tu viens. En tout cas, merci pour cette aventure. Comment l'as-tu vécu ? Il m'a très bien, très décontracté. Et plus les verres passent et plus on se sent à l'aise. J'avoue, les verres. Non, et merci les bouteilles s'enchaînent. Je tiens quand même à préciser qu'on a une bouteille de Celtic et elle est entamée. Hein. En tout cas, merci pour cette aventure, Arthur. Un petit dernier mot si tu as envie. Merci d'être venu et puis, comme on dit à la méno, yes gets loose. En tout cas, merci pour le prochain épisode. Et le prochain épisode, je peux vous dire déjà le vigneron que c'est. Parce que je l'ai revu au marché off. Il est pas loin d'ici. J'ai vu les 2 tours du château qui m'ont émerveillé. Il s'agit de Yann Durman, et nous serons chez lui au mois de janvier et j'espère qu'il aura une espèce de chapeau péruvien qu'il a toujours au marché de Noël parce qu'il est drôle avec son bonnet péruvien. En tout cas, merci à tous, merci à toi Arthur et merci. On se retrouve pour l'épisode de Fischbar. À très bientôt. Allez, au revoir. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool, buvez modérément
partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.